Fidèles téléspectateurs de la radio Touampéenne TV, c'est votre émission Grand Plateau Citoyen. Je suis à la présentation Tovia Movonga Floribert. Sur ce plateau, nous allons accueillir les acteurs politiques. Premièrement, nous allons accueillir Maître Vianney Kanzira, secrétaire exécutif national du parti RCD-KML, chargé à charge, donc à lui, il est chargé de la juridique et des affaires électorales. Nous allons accueillir aussi M. Philemon Mkosasenke, cadre du parti politique et ensemble de Moïse Katumbi, mais également Maître Isaac Moutanga, qui est analyste indépendant. Sur ce plateau, nous allons revenir sur la question de la révision constitutionnelle, mais également nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Nord Kivu, avec les relations des offensives par nos forces armées de la République, mais également les Wazalendo dans les territoires de Lubero. Alors je vais devoir donner la parole à premier à Maître Isaac Moutanga. Bonjour Maître. Bonjour. Merci pour votre arrivée, mais également Monsieur Mkosasenke Philemon, bonjour. Bonjour, merci. Oui, nous avons aussi Maître Vianney Kanzira, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également tous les téléspectateurs ainsi que les éminents co-débatteurs que vous avez associés à cette émission. Voilà les invités avec qui nous sommes sur ce plateau. D'André Agé, nous allons donner la parole à Maître Vianney Kanzira. Quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu? Merci beaucoup. En fait, notre province est toujours sous le joug de la guerre. Deux guerres principalement. La guerre des ADF qui a longtemps duré et qui continue à causer d'énormes dégâts à la population, et s'y calère bien. Nous avons également la guerre du M23 qui n'a pas de soubassement, qui a fait une guerre par procuration du Rwanda contre la RDC, dans le seul objectif de piller nos richesses et de faire ce qu'il veut dans notre pays. Et nous saluons à passant la contre-offensive qu'il y a eu hier, parce que pour la première fois, depuis les accords de cessez-le-feu signés en Angola, nous avons vu que les FARDC ont pris le dessus sur les M23, et selon les informations que nous avons pu avoir jusqu'au matin, la cité de Kirumba serait passée sous le contrôle des FARDC, ce qui est en fait une très bonne nouvelle. Et nous pensons que les offensives vont se poursuivre jusqu'à l'expulsion totale sur notre territoire de ces rebelles. Parce que si nous y arrivons par la voie, par cette voie de la guerre, je crois qu'il n'y aura plus de revendications. Il n'y aura plus de chantage que ces mouvements pourra continuer à solliciter de la République. Parce que depuis le début, ils ne faisaient que réclamer des négociations. Mais on va négocier autour de quoi? Parce que tous les Congolais sont libres au Congo d'aller, de venir partout où ils veulent. Alors, lorsqu'il y a un mouvement qui peut dire qu'il a des revendications propres à un groupe ou à une catégorie de Congolais, nous pensons que c'est juste un prétexte pour faire la guerre. Parce qu'à part ça, il y a aussi le fait de dire que voilà, il y a des FDLR qui sont au Congo, qui doivent poursuivre. Mais tout cela, c'est un prétexte fallacieux, parce que les FDLR, c'était les Rwandais qui ont fui la guerre du génocide en 1994. Déjà, vous comprenez que celui qui avait 20 ans à cette période-là, aujourd'hui, a plus de 50 ans. Donc, comment un combattant de plus de 50 ans, celui qui avait 30, 45, c'est des vieillards et beaucoup sont morts. Donc, les FDLR n'existent presque plus. Aujourd'hui, ceux qui peuvent s'appeler FDLR n'ont rien à faire avec les génocides au Rwanda. C'est peut-être des gens qui prennent seulement les noms des FDLR. Mais l'organisation à soi, je pense qu'il est affaibli par le temps, par l'âge. On ne peut pas faire de ça un prétexte pour continuer à faire la guerre au Congo. Alors, faudra-t-il dire que la diplomatie a échoué parce qu'on a choisi l'option
de la guerre finalement? Bon, c'est à ce moment-là que je peux saluer la diplomatie de Mboussa Nyamwisi parce que quand il était ministre des Affaires étrangères, il a rencontré les responsables de FDLR. Parce que c'est le seul prétexte en fait pour que le Rwanda continue à venir ici. C'est l'argument qu'il a toujours brandi à qui veut l'attendre. Et à l'époque, Moussé avait dit, écoutez, ils sont prêts à rentrer. Maintenant, au moment où il continuait le processus de les rapatrier, il a été changé du gouvernement par Kabila. Il y a eu un remaniement ministériel, on l'a changé, finalement on l'a mis à la décentralisation. Et ce projet-là qu'il lui avait, voilà, on a raté une occasion. Mais lui savait que c'est ça le prétexte. Donc si au vu de ce prétexte, je ne vois pas qu'est-ce que le Rwanda va encore dire pour venir attaquer le Congo. Donc il y a ça, il y a ce prétexte-là qu'on devrait quand même vider. Je crois que pour ça, Nyamwisi est membre de l'Union sacrée. Pourquoi on ne lui avait pas confié ces charges-là? Non, j'ai dit déjà à l'époque, c'était avant 2010, quand il était ministre des Affaires, parce qu'il était ministre en 2006, je pense jusqu'autour de 2008, vers là, sous le gouvernement d'Antoine Kizenga I, il était ministre des Affaires étrangères. C'est là qu'il voulait s'attaquer directement à ces prétextes. Non seulement il a été changé comme ministre, pour là voir la décentralisation, avant sa démission, et en même temps, ils ont réveillé la guerre de M23. À l'époque, ce n'était pas l'M23, c'était le CNDP qui a maintenant abouti aux accords du M23. Alors, donc du 23 mars plutôt. Pourtant, il y a des Congolais qui se réclament comme M. Corneille Nangaa, lui n'est pas quand même rwandais, c'est un Congolais qui est aux côtés du M23. Faudra-t-il dire que le M23 est composé essentiellement des Rwandais, des rwandophones, ou soit des éléments qui viennent du Rwanda? C'est ce que j'ai dit. En fait, il y a comme une cacophonie dans cette histoire. Quand vous parlez à Corneille Nangaa, il ne vous parle pas du retour des réfugiés congolais. Quand il parle de cette guerre du M23, lui, il vous dit qu'il veut chasser Tshisekedi. Oui. Pendant que les Rwandais du M23 ils disent nous avons nos frères qui souffrent au Congo, qu'on doit rapatrier au Congo. Au besoin qu'il faut créer un espace où ils peuvent vivre librement parce qu'on ne veut pas d'eux dans l'autre partie de la RDC. Faudra-t-il déjà, dire vous comprenez que l'M23, c'est un conglomérat d'aventuriers, un conglomérat des gens de toute provenance, chacun avec ce qu'il pense avoir comme revendication. Donc il n'y a pas une revendication commune. Ah bon? Quand vous parlez à Nangaa, lui vous dit je vais chasser Chilombo. Monsieur Chilombo, je te connais très bien, je t'ai fabriqué, je vais te chasser parce que tu es faible, parce que tu ne sais pas protéger le Congolais. Tu vois un peu? Pendant que d'autres disent non, il faut le retour des réfugiés congolais vivant au Rwanda et en Ouganda, il faut qu'ils reviennent. Mais sur base de quelle enquête on a pu constater qu'il y a des gens qui sont partis des territoires vers l'étranger. Donc vous comprenez que ce sont des prétextes pour continuer à faire la guerre. Faudra-t-il dire que notre armée fait face à des mouvements rebelles? Nous faisons face notamment l'AFC de M. Corneille Nangaa et le M23 proprement dit. Bon, l'AFC c'est comme la branche aujourd'hui politique, plus ou moins politique du M23. Nangaa n'a pas des hommes, c'est le M23 qui a des hommes sur le terrain. Donc il est venu se coaliser avec le M23, mais lui ses revendications sont plus pour la conquête du pouvoir de Kinshasa. Contrairement à d'autres qui ont besoin d'un espace ici à l'Est. Merci, maître Vianney Kanzira, maître Isaac Mutanga. Je vais te reposer la même question. Quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire à l'Est, précisément dans notre province du Nord Kivu? Ok, merci beaucoup. D'une part, il y a des massacres qui n'ont pas dit leur dernier mot, les massacres des ADF. Et moi, je considère toujours cette crise comme la plus grave. Parce qu'il y a des individus, des terroristes, qui s'apprennent aux citoyens congolais et qui les abattent comme des animaux, sans quelconque revendication. Et c'est très grave. Et de l'autre côté, il y a l'M23 qui fait ce qu'on appellerait une conquête des terres. Pas de pouvoir. Mais à vrai dire, moi je considère cette guerre comme une guerre économique.
le Rwanda a des revendications économiques, malheureusement qui sont toujours éludées des négociations. Lors des négociations, on avance des prétextes. La présence des FDLR, le retour des réfugiés, et avec l'AFC, on ajoute aussi des revendications purement politiques. Mais en fond, il s'agit d'un homme, de M. Kagame, qui voudrait considérer le Kivu comme l'espace vital pour le Rwanda. Donc, dans des considérations géostratégiques du Rwanda, dans des considérations géostratégiques du Rwanda, pour que le Rwanda puisse connaître un essor économique, un essor sur le plan de développement, il faut que le Kivu soit déstabilisé en sorte que le Rwanda fasse main basse sur les richesses de la RDC, de l'Est du pays. Et que donc, même si les gens évoquent souvent la thèse de la balkanisation, moi j'y crois moins. Mais en tout état de cause, pour le Rwanda, il faut qu'il y ait un espace où ils peuvent s'emparer des richesses du sous-sol facilement pour leur émergence économique. Et évidemment, c'est cette question-là qu'il faut mettre sur la table des négociations si nous nous sentons en difficulté de défaire le Rwanda militairement. Et que donc, le Rwanda passe autant à recruter des aigris sur le sol congolais pour devoir atteindre son but géostratégique. Et ils y sont presque. Parce qu'actuellement, Rubaya est sous leur contrôle. Partout où ils sont, ils se livrent à l'exploitation du sous-sol congolais. Et ces moyens-là leur permettent de renforcer leur supériorité sur les terrains des hostilités. Toutefois, nous saluons les quelques progrès réalisés par notre armée dans les 48 heures ici. On nous parle des progrès. Malheureusement, après avoir repoussé de quelques kilomètres les rebelles d'M23, notre armée s'est dit rester dans la logique de Luanda. Et donc, notre armée n'est pas engagée en fond pour continuer la guerre. Voilà. Merci, Maître Isaac Moutanga, pour vos analyses. Monsieur Nkosa Sengue Filemon, quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire au Nord Kivu? Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Et d'entrée de jeu, je voudrais quand même présenter mes condoléances à cette population d'Oicha qui, hier, il y a encore massacre. Il y a eu incendie des maisons civiles, des maisons de la population. Alors, je présente en fait mes condoléances. Et comme notre sujet, c'est purement sécuritaire, et que vous avez dit que quelle analyse nous faisons de cette relancée des offensives de la FARDC contre cette avancée de DM23. Alors je me dis, est-ce que c'est une offensive ou tout simplement que les FARDC avec les Ouazalènes sont en train de vouloir riposter aux attaques d'M23. Et alors, vous savez que nous devons quand même aussi analyser sur base, n'est-ce pas, de cette politique au niveau international. Vous savez qu'il n'y a pas plus longtemps, c'est depuis avant-hier qu'il y a eu en Angola, le président des États-Unis qui est arrivé en Angola, accueilli par le président de l'Angola, dans une situation où, même si les gens veulent faire beaucoup de spéculations, mais on voit tout simplement qu'il y a eu un président qui vient tout simplement pour le bien de la population américaine,
qui veulent tout simplement se ressourcer à partir des pays, de ce qu'on a appelé l'obito, qu'on veut en fait, on a vu que c'est une guerre économique entre l'Amérique et la Chine. Revenons à notre sujet, monsieur. Oui, justement, Philemon. c'est là qu'ils sont en train d'aller. Le sujet, c'est cette relation, comme vous l'avez dit. Mais moi, je ne voudrais pas plutôt parler de cette relation parce que, exactement, les FARDC ont riposté aux attaques du M23. En réalité, notre FARDC n'a jamais attaqué l'M23. Ils sont dans une situation où eux ripostent aux attaques du M23. Alors, entre l'M23 et les FARDC, qui ne veulent pas respecter ce qu'on appelle de ceci les faits, comme les autres l'ont bien dit ici, que je salue exactement. En réalité, je voudrais dire quelque chose pour dire cette guerre. Il y a deux choses. Maître Vianney Kanziera a insinué exactement ce que Maître Isaac Mutanga, il a parlé de cette guerre économique. Mais je voudrais plutôt parler d'une guerre de déploiement à deux phases. La première phase, c'est qu'il y a une guerre de dépeuplement, une guerre d'occupation au niveau du nord de la province du Nord Kivu, dans le, disons, je cite le territoire de Beni, Benville, et une partie exactement de Lubero. Et il y a une guerre de la recherche du pouvoir au niveau du sud de la province du Nord Kivu. Et je voudrais que le puisse en fait commenter dans ce sens-là, comme je voudrais exactement commenter. Vous avez la parole. Et que donc, je vois dans le sud de la province, disons dans le nord de la province du Nord Kivu, on voit les ADF, qui nous attaquent dans une guerre que nous avons dénommée une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, ça signifie une guerre qui n'est pas, disons, qui n'est pas conventionnelle. Et que donc, on s'attaque à la population pour la terroriser de façon qu'elle fuit ses terres et laisser place aux autres. Alors que dans le sud, nous assistons à une guerre où on voit les M23 qui veulent exactement, qui sont là dans les parties qui sont déjà conquises par ces M23. On voit tout simplement les M23 qui sont là pour chercher de l'amitié avec la population. Mais est-ce qu'il faut parler, est-ce que ces deux guerres ne sont pas commutatives exactement, si je peux le dire de cette manière-là? Et en réalité, moi je vais dire tout simplement que ce soit au sud, que ce soit au nord, en réalité c'est la même guerre. Au nord, on voit les ADF qui veulent dépeupler nos territoires. Et aussi, nous voyons les M23 qui veulent s'amitier, qui veulent créer une amitié avec cette population, de façon que lorsqu'il y aura... Est-ce que M. Philemon s'est créé l'amitié ou conquérir le pouvoir au niveau du pays? Apparemment, vous n'avez pas compris ce que je dis. Quand je dis créer de l'amitié, vous avez vu les meetings que les M23 ont tenus au niveau du site. On a vu déjà avec les colonels Nanka, avec ces Bertrand Bissimois, vouloir un peu embellir leur conquête, essayer un peu d'amadouer la population de façon que la population puisse exactement accepter. C'est chercher la voilà. sympathie au niveau de la population. Au niveau du nord, on voit tout simplement les ADF. Et pourtant, ce sont les mêmes. Que ce soit les ADF, que ce soit les M23, nous, on sait que ce sont les mêmes personnes exactement. Et que donc, aujourd'hui, s'il faut parler d'une relation des offensives, je ne dis pas que ça n'a pas sa place. Plutôt, nous voyons les FARDC qui veulent tout simplement riposter. Bon, je ne dirais pas une riposte à la hauteur même des attaques de M23,
Mais c'est une réponse où on voit tout simplement, comme l'autre l'a dit, les M23, disons les FARDC qui se disent à travers le porte-parole, qui dit non, nous avons riposté, mais les FARDC gardent ses positions à respect du cessez-le-feu. Est-ce que c'est ça dont nous avons besoin? Nous avons besoin plutôt d'une armée qui doit attaquer. À premier lieu, et de façon que les M23 aussi ripostent. De ne pas jouer au défensif. Mais c'est cela. Parce que justement, c'est le pays qui est agressé. C'est le pays qui est agressé. Et que donc, nous avons besoin plutôt que notre armée, que nous respectons. Nous ne pouvons pas démystifier notre armée parce que nous savons qu'elle est capable. Peut-être qu'il manque quelque chose à partir de ceux qui sont censés doter des moyens à cette armée pour qu'elle soit à la hauteur de riposter, n'est-ce pas, à ces attaques d'M23. Voilà. Et que donc, nous pensons que s'il faut parler de ce que vous avez signé dans votre sujet, nous disons que notre armée doit toujours attaquer à premier lieu. Et s'il faut attaquer à premier lieu, nous verrons exactement que ce Rwanda, ce petit Rwanda, parce qu'il ne faut même pas dire le Rwanda, il y a autant de pays qui sont dans l'EAC, là où le Félix nous a amené exactement. On ne peut quand même pas exclure l'Ouganda avec ces ADF qui sont ici, parce que l'ADF n'est pas de l'apanage de la RDC. L'ADF Nalou, ce n'est pas une rébellion qui a pris jour en RDC. C'est une rébellion de l'Ouganda. Nous savons qu'il y a aussi des rebelles qui viennent du Burundi. Donc, il y a autant de pays qui sont de l'Est qui nous attaquent. Mais, dans tout ça, on joue à l'hypocrisie, malheureusement. Qui joue à l'hypocrisie? Notre gouvernement ou soit... Non, écoutez, l'hypocrisie, c'est au niveau d'abord de cette TAC, dans laquelle M. Félix nous a amenés. Tous ces pays qui constituent l'EAC, ce sont des pays qui jouent à l'hypocrisie. Parce que si, exactement, si on voulait que notre RDC, notre pays, puisse exactement vivre en paix, je pensais que du moment où Félix nous a amenés dans cette organisation régionale, exactement, on pensait qu'il y aurait encore un calumet de paix. Mais malheureusement, nous avons compris que nous amenant dans cette TAC, ça a été vraiment un chamboulement. Merci, monsieur Philémon. Rappelons que vous êtes cadre du parti politique, membre de l'opposition Ensemble de Moïse Katumbi. Merci pour vos analyses. Maître Vianney Kanzira, on revient encore une fois à vous. Alors, quelles propositions vous pouvez donner à notre gouvernement pour mettre complètement fin à cette situation de sécurité qui a trop perduré dans notre province et surtout à l'est de notre pays pendant plus de 3 décennies? Oui, premièrement, je crois que nous devons avoir un budget conséquent pour soutenir notre armée, c'est-à-dire l'équiper et motiver les militaires au front, à terme des logements et de nourriture, qui soient vraiment motivés, qui n'aient pas à se plaindre. Parce que même la plupart des militaires indisciplinés ou qui peuvent même piller, c'est parce que parfois ils n'ont pas à manger. Ils essaient de se débrouiller. Mais s'ils sont bien payés et bien équipés, je ne vois pas une armée. Et pourtant, le président parlait de la montée en puissance de notre armée. Bon, c'est ce que lui dit. Moi, je parle de ce que je vois. Donc, que chacun soit responsable de ses propos. Je ne suis pas là pour dire ce que l'autre a dit. Moi, j'ai dit que nous devons soutenir cette armée, nous devons l'équiper, motiver les militaires au front, qu'ils soient vraiment bien payés, que chacun même regrette de quitter l'armée ou de perdre sa place dans l'armée parce qu'elle remplit toutes les conditions, elle est devenue attrayante. Donc je pense que cela demande que les députés nationaux soient conséquents, qu'ils votent un budget conséquent. Donc c'est là que M. Vital Kamerhe et tous les députés nationaux doivent aussi jouer leur part. Qu'ils votent un budget conséquent et qu'il y ait réellement un contrôle parlementaire pour se rassurer que ce que nous avons prévu, que ça doit revenir à l'armée, est effectivement arrivé à destination. Parce qu'on n'a pas besoin, comme Philémon le dit, d'être là comme si on ne faisait que se défendre. Non. Nous, quand on était jeunes, on disait que la meilleure défense, c'est tout dans l'attaque. C'est lorsqu'on attaque bien
qu'en même temps, on se défend. Mais lorsqu'on ne fait que se défendre, c'est comme si la guerre se faisait chez vous. Figurez-vous, tu es en face de quelqu'un, mais il vient t'attaquer chez toi. Donc, toi, tu vas te défendre. Mais il y aura des casses. Il va briser tes vitres, il va faire ceci, cela. Mais lorsque tu vas attaquer, non seulement tu assures déjà la défense de chez toi, mais il y a des résultats beaucoup plus convaincants. Donc, nous devons vraiment attaquer. Nous devons balayer le territoire de tous ces gens-là qui font du désordre. Mais aussi, il y a une nécessité et une urgence à recycler ce que nous appelons les Wazalendo. Nous saluons le travail de ceux qui sont réellement au front et qui produisent de bons résultats, mais en même temps, nous avons besoin de les connaître en termes de nombre. Ils sont combien? Qui commande quelle unité? C'est aussi important pour qu'on arrive vraiment à contrôler la situation. Il faut qu'il y ait une organisation. Sinon, après cette guerre du M23, il y aura aussi une autre guerre. Parce qu'on aura distribué des armes aux personnes qu'on ne connaît pas et dont on ne maîtrise pas aussi des agendas cachés. Donc, voilà ce que moi je peux dire. On a besoin d'une armée bien équipée et qui sera à l'offensive, pas à la défensive. Donc, une armée dissuasive. Et lorsqu'on aura battu ce M23, pour que plus jamais quelqu'un ne prenne le risque de venir s'aventurer ici en RDC. Donc voilà ce que moi je peux dire en répondant à votre question, que nous avons besoin d'une armée qui va se battre, qui va créer la peur chez nos ennemis. Dans le cas de l'ennemi. Merci, Maître Vianney Kanzira. On va revenir à vous, Maître Isaac. Et quelle piste de solution proposiez-vous à notre gouvernement pour mettre fin à cette situation de sécurité? Ok, merci beaucoup. Moi, je vois deux pistes. Il y a la piste diplomatique et la piste militaire. Donc, lancer les offensives. Et moi, je souhaiterais que notre gouvernement ne puisse pas plonger notre armée dans l'ambiguïté. Tantôt on dit qu'il faut se battre, tantôt on dit on observe Rwanda, tantôt on dit autre chose. Je souhaiterais que l'on se fixe, que l'on soit clair sur l'option levée par le gouvernement. S'il faut se battre, alors motivons nos troupes qui sont au fond, appuyons-les en munitions, pas n'importe quelle munition, il faut tenir compte de la modernité. Actuellement, on fait recours aux drones, on fait recours aux missiles. Donc, avec des armes modernes, des équipements qui permettent de localiser les frappes, donc frapper avec précision, et enfin, restaurer la discipline au sein de notre armée. Vous savez, ça fait de la peine. Lorsque quelqu'un qui prend la route Butembo-Goma, en arrivant dans l'espace rebelle, il se sent plus ou moins à l'aise que dans des espaces contrôlés par les forces loyalistes. Ça fait de la peine. Cela démontre qu'il se pose un problème de discipline au sein de notre armée. Si vous franchissez la partie qui peut par les rebelles, vous allez vous heurter à une multiplicité de barrières où on rassonne les pauvres Congolais. Et moi, je pense que notre armée ne doit pas fonctionner de cette manière-là. Notre armée ne doit pas vivre sur le dos de la population. Il faut que les décideurs puissent prendre à bras le corps cette question-là d'indiscipline au sein de notre armée. Alors, s'il faut aller sur le terrain diplomatique, il faut qu'on arrive à connaître les vraies motivations de Kagame. Moi, j'ai parlé ici des raisons d'ordre économique, d'ordre géostratégique. Alors, si nous estimons que sur le terrain des hostilités, nous ne sommes pas encore assez forts pour maîtriser l'adversaire, alors il faut insister, il faut appuyer sur la corde diplomatique pour abréger les souffrances de nos populations. Mais si on opte pour la guerre, alors il faut y aller avec tous les sérieux possibles. Voilà ce que... Merci, maître.
Papa Philémon, vous avez la parole. Quelle analyse faites-vous et qu'est-ce que vous proposez à notre gouvernement pour mettre complètement fin à cette situation de guerre? Bien, merci. La première des choses, ça serait d'abord de nous poser la question de savoir à qui sommes-nous en face par rapport à cette guerre. Parce qu'en réalité, je vois un gouvernement qui est là pour chanter Kagame et le Rwanda, uniquement le Rwanda. Et on va oublier exactement les autres pays qui sont là, sous coulisses, et qui sont en train exactement d'appuyer ce Rwanda-là pour nous attaquer. Comme quel pays? Mais j'ai dit, l'Ouganda ici avec les ADF. On sait que le Burundi avec les Mbororo, avec tout ce qui se passe dans le Sud Kivu. Donc l'Ouganda aussi est complice. L'Ouganda est complice dans tout ce que nous passons. Je vous ai dit que les ADF, l'ADF n'est pas de l'apanage de la RDC. Alors, nous devons nous poser la question de savoir à qui sommes-nous en face. Et que donc, du moment où nous sommes devant un gouvernement qui est là tout simplement pour pleurnicher, accuser, et tout simplement dire non, nous sommes là, il faut tout simplement nous faire confiance. Mais on va vous faire confiance sur base de quel résultat? Félix est là depuis 2018. Et les M23 sont arrivés, ils sont là, ils sont en train ils sont arrivés à Bunagana, ça fait déjà 3 ans et plus, mais il n'y a jamais eu une dose adaptée pour chasser ces M23. Non, il y avait le processus de Luanda. Écoutez, le processus de Luanda, quand est-ce qu'il faut partir? Je sais que Maître Vianney me complétera. Je pense que lorsqu'on est en face d'une agression, la première des choses, c'est riposter et attaquer. Et chasser et mettre hors d'état de nuire celui qui vous attaque. J'ai toujours donné un exemple. Est-ce que c'est une agression parce que... Écoutez, j'ai toujours donné un exemple. Lorsque le fourmi vous attaque dans une chambre, la première des choses, c'est faire quoi? C'est chasser les fourmis dans votre propre chambre. Vous les chassez et après ça, vous allez maintenant voir où sont venues ces fourmis. Mais ici, aujourd'hui, nous sommes devant un gouvernement qui est là pour citer l'Ouganda, ça pour autant chasser les fourmis qui sont déjà dans la chambre. Les M23 ils sont en train d'occuper des territoires. La première chose, c'est de les chasser. Les chasser et puis dire, du moment où nous venons de vous chasser, et on va voir d'où vous êtes venus. Et c'est là qu'on va dire, il y a le Rwanda, l'Ouganda, ou soit le Burundi, et ainsi de suite. Mais du moment où ils sont là, la première chose, c'est de les chasser. Mais les M23 se réclament d'être des Congolais. Écoutez, il faut se réclamer d'être Congolais. C'est depuis quand? L'autre a dit l'histoire même de la naissance de ces M23. Les M23, ce sont des dissidents du CNDP. Avec Sultan Makenga à 2009, 2008, je crois. Où Sultan Makenga, lorsqu'il y avait des désaccords avec Laura Kunda et Gilles Mouteboussi, que notre vaillant avait déçu au niveau de Bukavu, le général Mbouza Mabé, exactement, qu'ils avaient déçu à Bukavu, et que donc, après ça, il y avait une réorganisation avec Sultan Makenga en 2011, et ils ont surgi en 2012 pour se réorganiser puis attaquer encore une fois sous le label M23. Et en 2013-2014, ils ont été déçus avec la bravoure, n'est-ce pas, du général Mamadou, avec notre vaillant Lycée Baouma qui avait déçu complètement les ADF ici au niveau du territoire de Béni. Et après ce temps-là, ils sont partis en Ouganda. Et c'est là qu'il faut parler maintenant du processus de Luanda. Normalement, il fallait d'abord chasser ces 23 du territoire du Congo pour parler de ce processus de Luanda. Mais du moment où ils sont sur notre terrain, comment allons-nous négocier pendant que nous avons déjà l'épine sous nos pieds et comment nous allons négocier? Ça signifie que nous allons négocier à genoux
Parce qu'exactement, c'est un 23 sur notre sol. Et on voit exactement le gouvernement qui est là pour faire du chantage. On est là pour faire du football. On voit le président être gardien de football pendant mais ça, ce n'est pas un problème, monsieur Philemon, quand même. Écoutez, c'est une image. Depuis quand tu as vu un président de l'Ukraine ça s'est fait faire dans du d'autres football pendant qu'il y a ce peuple qui est en train d'être décimé. Je pense que nous devons avoir un président qui soit à la hauteur de ce que nous vivons. Le pays est agressé. Nous n'avons pas besoin d'un président qui est là pour faire des démonstrations inutiles. Nous devons avoir un président qui soit assumé pour dire j'ai fait la guerre ou je suis incapable de faire la guerre. C'est ça. Donc nous n'avons pas besoin de discours. On doit seulement, comme on nous a amené même des affaires là-bas au stade où on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont. Ils ont été ramenés de Goma jusqu'à Kinshasa. Apparemment, ils sont des enfants que son épouse a ramené du Rwanda jusqu'à Kinshasa, comme on le sait très bien. Est-ce que vous avez des preuves, M. Philemon? Je ne vends rien. Apparemment, ce sont des enfants qui lui-même a ramené du Rwanda et puis qu'on nous a présenté. Parce que moi, jusqu'à preuve, je n'ai pas vu des enfants, des réfugiés, ramenés de Goma jusqu'à Kinshasa. Okay. Et que donc ici, je pense, comme vous m'avez demandé, qu'est-ce que je peux proposer? La première des choses, la guerre ne finira pas tant qu'il y aura de l'irresponsabilité au niveau du sommet de l'État. La guerre ne finira pas tant qu'il y aura une jeunesse manipulée qui se laisse manipuler par des politiciens. La guerre ne finira pas tant qu'il y aura des chefs coutumiers qui marchandent leur pouvoir coutumier. La guerre ne finira pas tant qu'il y aura des politiciens qui sont prêts à se mordre le doigt pour seulement chanter pour un président qui a échoué. Merci, M. Philemon, pour vos propos. Alors, nous entamons notre deuxième partie de notre émission. Nous allons parler de la révision ou ça du changement de notre constitution. Nous avons suivi la campagne qui était en train de faire notre président, où il souhaiterait qu'on puisse changer ou modifier peut-être notre constitution parce qu'il ne s'adapte pas aux réalités de notre pays. On va commencer par Maître Kanzira. Selon vous, quelle analyse faites-vous de ces arguments du président de la République qui parce qu'il faut changer notre constitution? Merci beaucoup. Et avant de répondre, je voulais quand même réagir un peu aux propos de mon frère Philemon. Lorsqu'il dit qu'il a été surpris de voir le chef de l'État jouer au football, moi je pense qu'à un moment nous devons quand même être rationnels. Ce n'est pas parce que le pays est à guerre qu'on doit se priver de tout. Les gens sont en train de manger, les gens font l'amour. Mais le chef de l'État, c'est quand même trop grave quand même. J'ai dit ceci, vous dites que c'est grave, mais moi je voudrais qu'on fasse des analyses plus ou moins justes. Ce n'est pas parce que le pays est à guerre que vous n'allez plus manger, que vous n'allez plus boire, que vous n'allez plus faire je ne sais quoi, non. Mais on ne le fait pas devant une télévision quand même. C'est moi qui dirige le débat ici. Que le monde vous suive. On a vu qu'il soit resté chez lui à la maison, regarder les matchs à la télévision, ou qu'il ait été sur terrain. Ça change quoi s'il n'y a pas des militaires au front qui soient engagés? Moi, je pense que nous devons faire la part des choses. Donc, le fait qu'il ait joué au football, c'est son droit. Les gens font le sport. Alors, donc, ça, ce n'est pas... Moi, je pense qu'on ne critique pas pour critiquer. Il faut critiquer pour donner des bonnes raisons. Il faut peut-être dire qu'à part le fait qu'il a joué au football, qu'il motive aussi les militaires au front, qu'il envoie de l'argent, qu'il se rassure que c'est ce qu'il faut dire. Mais c'est ce que parce que lui n'a pas dit qu'à jouer au football, la paix va revenir. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Parce que d'abord, le match avait un caractère aussi symbolique. On a fait venir des stars. Et les Samuel Eto'o étaient sur le terrain. C'était important que le monde entier sache qu'il y a la guerre. Le match a été suivi par des millions de gens. Donc, cet argument-là, on ne critique pas pour critiquer maintenant. Revenant à votre question sur les changements ou la révision de la Constitution, d'abord, moi, je suis vraiment déçu par cette campagne déjà de l'UDPS qui veulent à tout prix changer de la Constitution. Parce que lorsque vous lisez notre Constitution, d'abord, il est issu après un long processus. Quand vous lisez l'exposé des motifs,
on vous dit que c'est pour mettre fin aux guerres récurrentes, pour empêcher la prise du pouvoir par les armes. Lisez l'exposé des motifs. Je pense que les confrères qui ont amené la Constitution ici, si vous lisez n'importe quel paragraphe, vous allez comprendre que, d'ailleurs, c'est l'exposé des motifs. Il est dit ceci. Depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et des animateurs. C'est ça la cause récurrente. Voilà pourquoi nous avons eu notre constitution. Alors je ne vois pas comment quelqu'un peut venir dire que ça c'est n'importe quoi, sur base de laquelle il a même prêté serment 2 fois. Et il a même juré de la respecter. Alors notre constitution n'a pas prévu. Je suis avec un avocat dans les débats. On n'a pas prévu qu'on pouvait changer des constitutions. On a juste dit qu'on pouvait la réviser et les modalités de la révision sont quand même prévues. Et j'ai dit ce débat, il est malvenu parce que nous sommes en face d'une agression. Le pays est sous occupation. Des entités sont passées sous le contrôle du Rwanda. Les minéraux sont pillés. Et vous parlez changement de constitution. C'est insensé, c'est maladroit. Est-ce que ce n'est pas cette constitution qui est à la base de tous ces mots-là, tous ces défis que vous venez d'évoquer? Je ne sais pas si c'est la constitution qui a demandé aux gens de détourner les fonds. Je ne sais pas si c'est la constitution qui a demandé à un monsieur de dire qu'un forage qui coûte $16,000 maximum, lui va nous faire ça à $256,000. Je ne sais pas si c'est la constitution qui demande à l'armée d'observer le cessez-le-feu, de ne pas attaquer les ennemis. Donc moi je pense que vraiment comme patriote, comme républicain, il y a des débats qui n'ont pas les raisons d'être. Pour le moment, l'urgence, c'est d'attaquer l'M23, les défaire, reconquérir le territoire national, y asseoir l'autorité de l'État. Maître, il n'y a pas de faille dans cette constitution. Est-ce qu'il n'y a pas de faille vraiment? La constitution, c'est une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine et toute œuvre humaine est perfectible. C'est pour ça que j'ai dit, on a prévu qu'on peut revoir la constitution. Notamment, moi, je pense qu'on peut revenir au scrutin à 2 tours. Parce que M. Kabila, en 2011, lui voulait qu'on passe de 2 tours à un seul tour des élections présidentielles. Moi, je pense qu'on peut quand même revenir sur ça. Qu'on revienne à 2 tours. Donc, si on peut changer pour qu'on revienne sur les 2 tours, moi, je suis d'accord. Mais si c'est pour limiter, pour changer le nombre de mandats, parce que la conséquence, c'est quoi? Lorsqu'on dit que, par exemple, le mandat du chef de l'État passe de 5 ans à 7 ans, cela veut dire que le compteur pour tout le monde revient à 0. Parce qu'il y a une nouvelle constitution, un nouvel article de la constitution qui a fait nouveau pour tout le monde. C'est que Kabila peut revenir postuler, Tshisekedi qui aura posé son 2e mandat peut revenir pour commencer un nouveau mandat de 7 ans. Donc, si c'est pour des histoires comme ça, et puis, en lisant l'article, par exemple, de la constitution, il y a des articles même dont on n'a pas autorisé la révision. Qui sont déverrouillés. Qui sont verrouillés alors? Oui, ils sont verrouillés, mais là aussi il y a un autre danger. C'est comme vous créez un verrou, ça vraiment chercher à bien verrouiller. Parce que cet article qui a verrouillé la révision de certains autres articles n'a pas non plus dit qu'il n'est pas révisable. C'est-à-dire que si on veut faire sauter les verrous, on va d'abord revoir cet article et puis revoir les matières qui étaient déjà verrouillées. Donc c'est le double verrou, si je peux le dire ainsi. On peut le déverrouiller, donc on déverrouille l'article, c'est-à-dire on révise l'article pour autoriser la révision de ces matières-là. Parce que l'article n'a pas demandé n'a pas dit qu'il était... Donc l'article qui consacre les matières non révisables n'a pas dit qu'on ne pouvait pas les revoir. Donc c'est là aussi qu'il y a seulement la brèche qu'on peut peut-être exploiter sur le plan scientifique, mais au moment où nous parlons, je ne vois pas comment. Alors, quelles peuvent être les motivations du chef de l'État? C'est lui qui Les motivations sont très simples. Il veut s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas lui prêter des intentions, maître. Pour lui prêter quelle intention? Est-ce que c'est la constitution qui lui empêche de bien gérer la République? Est-ce que c'est la constitution qui lui empêche de construire le stade à Butembo pour la Sinuki? Est-ce que c'est la constitution qui a arrêté les travaux de la route Kassindi, Butembo jusqu'à Goma, Bunagana, je ne sais où? Non, ça c'est... La seule chose qu'on ne veut pas peut-être dire à haute voix, c'est qu'on veut un mandat de 7 ans
pour que le président ait encore un nouveau mandat. Peut-être ils pensent qu'il a 14 ans, il sera déjà trop vieux pour partir. C'est comme ça qu'eux veulent une nouvelle constitution pour leur permettre de s'éterniser au pouvoir. Mais il n'y a pas d'autre raison. Tout ce qu'on peut raconter, ce sont des prétextes. Que voilà, il y a des articles qui sont dangereux contre la République. Mais en réalité, la seule chose qu'on vise, qui est de nouveaux mandats pour M. Félix. Malheureusement, j'ai dit, ce débat pouvait avoir sa raison d'être dans un pays à paix, dans un pays stable, où chacun sait qu'il peut manger le matin, à midi et le soir. Où chacun sait que je peux quitter à Butembo le matin et j'arrive à Butembo à 18h, je suis à Goma peut-être à 2h, 3h du matin parce qu'il y a la sécurité un peu partout. Donc, pour le moment, j'ai dit que ce débat, si on était sérieux, on devait me l'interdire. Tant qu'on n'a pas conquis les territoires, tant que le peuple n'a pas de l'eau, tant que le peuple n'a pas du courant, on ne devait pas quand même penser à changer la Constitution. Je comprendrais si vous êtes la Constitution, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Gratuité de l'enseignement, on a droit à l'eau potable, on a droit au courant, on a droit à ceci, on a droit à cela. Si tout cela était déjà fait, qu'on se rende compte qu'il n'y a plus rien à faire de la Constitution, là, ça passerait facilement. Mais il y a des choses qu'on doit faire au regard de notre Constitution. On doit avoir de l'eau, des logements. Est-ce que vous savez que l'État peut construire des logements qu'on viendra occuper? Est-ce que vous savez que dans d'autres pays, on ne paie plus les transports? Parce que l'État a tellement de moyens qu'il a ses propres bus qu'il met sur terrain et c'est gratuit. Merci. Maintenant, voilà des choses sur lesquelles on doit se battre avant de dire nous allons changer la Constitution. Parce que nous avons droit au logement, nous avons droit au transport, nous avons droit au courant, nous avons droit, je ne sais pas, est-ce que tout cela a été fait pour qu'on dise que nous avons une mauvaise Constitution? Maître, vous êtes membre aussi de l'Union Sacrée. J'ai pensé que vous pourriez soutenir aussi cette cause parce que vous êtes presque dans... Non, ce qui se passe au niveau de l'Union Sacrée, il n'y a pas eu une réunion de l'Union Sacrée pour dire nous adoptons. Mais quand il y en aura, vous allez opter pour les révision Maintenant, constitutionnelle. ne vous imaginez pas que nous allons aller dans ce sens-là. Quand il y en aura, vous saurez ce que nous allons faire à ce moment-là. Mais pour le moment, chacun dit ce qu'il pense. Vous avez suivi hier M. Jean-Pierre Bemba sur Top Congo avec M. Luzakwena. Christian Luzakwena. Christian Luzakwena. Il a dit clairement que lui ne connaît pas de changement de constitution. Et lorsqu'il a insisté que voilà, Kaboun, comment on l'appelle? Pas Kaboun, Kabouya dit qu'on va changer. Allez lui poser la question. Il vous dira pourquoi il va changer, mais moi je sais qu'on peut seulement revoir. Donc déjà vous comprenez qu'au niveau du présidium de l'Union Sacrée, chacun pense ce qu'il pense être bon pour lui et pour la République. Donc pour le moment, comme je dis, il n'y a pas une position de l'Union Sacrée. Ah bon. Parce que tout ce que vous avez attendu jusqu'ici, c'est l'UDPS. Et l'UDPS n'est pas l'Union Sacrée. Et l'Union Sacrée n'est pas l'UDPS. Mais le président lui aussi a répété ça. C'est l'autorité morale. Il est membre de l'UDPS. Et là, il s'exprime comme un membre de l'UDPS. Pas comme le président de la République et parce que l'autorité si morale de l'Union Sacrée. Si c'est comme ça la République, c'est que ça engage alors toute la République. Non. Il a dit, moi, en tant que garant de la nation, qui va m'en empêcher de changer la Constitution? Il va trouver les gens sur son chemin. Kabila a tenté, il n'a pas pu. Donc, moi, je pense que, comme je disais, il faudrait qu'on nous dise que tout ce qui est prévu dans notre Constitution a été fait et qu'il nous faut une nouvelle Constitution avec de nouvelles prévisions peut-être constitutionnelles. Là, ça passe. Mais il y a des choses qu'on n'a même pas réalisées. Des tribunaux qui ne sont même pas encore installés. Est-ce qu'à Butembo, il y a même un tribunal pour le travail? Il n'y a pas de tribunaux pour le travail. Il n'y a pas de tribunaux pour enfants. Ça, c'est par rapport même au domaine de la justice. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été faites, qui sont prévues dans la Constitution, qu'on n'a jamais réalisées. Merci, Maître Vianney Kanzira, pour vos arguments. Maître Isaac Mutanka, quel est votre point de vue par rapport à cette thématique de la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution? Merci beaucoup. Moi, ça m'intéresse lorsque des jeunes commencent à prendre des positions courageuses que d'accompagner les hommes politiques à l'aveuglette. C'est pourquoi je salue l'analyse de mon frère Kanzira. Évidemment, tel qu'il a eu à le dire, ce que l'UDPS vise en perspective, c'est une présidence viagère, une présidence à vie pour le président Félix. Et ça, c'est parmi les causes de l'installation de la dictature, c'est parmi les causes des pouvoirs autocratiques en Afrique. Et que donc on ne peut pas encourager cette dérive-là
de notre présidentialisme. C'est pourquoi, si réellement nos amis de l'IDPS se sont battus pour des vertus démocratiques, pour des vrais, il est sage d'arrêter cette aventure-là, de vouloir tripatouiller notre constitution pour garder le pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Et que donc, il en va de l'intérêt de la République que cette tentative de s'éterniser au pouvoir ne puisse pas trouver de chemin, ne puisse pas trouver de voie. Parce que la dictature est douce quand elle commence à s'installer, et à un moment donné, elle devient dangereuse pour tout le monde, et même pour les tenants du pouvoir. Mais donc vous êtes pour la révision constitutionnelle, mais non pour les changements constitutionnels, parce que c'est des choses qui sont tellement différentes. Moi, je me dis, si l'on pense à une révision de notre constitution, c'est légitime et c'est normal. Mais néanmoins, il ne faut pas qu'on touche les articles verrouillés, les matières verrouillées dans notre constitution. C'est ça l'unique garantie. Et si le constituant de 2006 avait tenu à verrouiller certaines matières, c'est parce qu'il connaissait les velléités de nos hommes politiques qui veulent s'amuser avec les droits de l'homme, qui veulent s'amuser avec la forme républicaine du gouvernement, qui veulent s'amuser avec la question des limitations et du nombre de mandats présidentiels. Et que donc, moi je me dis, comme le chef de l'État lui-même le dit, qu'il est le garant de la nation, c'est à lui de préserver cette nation de cette dérive en perspective. Merci à Maître Isaac Moutanga. Monsieur Philémon, quel est votre point de vue par rapport à cette situation, à la révision constitutionnelle prônée par le président de la République et l'IDPS? Merci beaucoup pour l'accord de la parole pour ce deuxième sujet, mais on va quand même d'aborder ce deuxième sujet. Je voudrais quand même apporter quelque chose, même si Vianney est sorti. Je voudrais quand même dire à tous ceux qui nous suivent, parce que par rapport à ce que Maître Vianney a dit, je pense que du moment où le pays est agressé, le pays est à guerre, que ce soit le président de la République, la population, les politiciens, tout le monde, nous devons avoir cette attitude, n'est-ce pas, de sentir la douleur de la population. Parce que moi, je n'ai pas vu avec cette scène-là qui se vécut au stade des Martyrs, je n'ai pas vu exactement, disons, les gouvernants qui ont démontré que réellement le pays est à guerre. Je ne sais pas même dire comment, si Vianney est encore ici, je ne vois pas lui attaquer cadre d'IRCD KML et secrétaire exécutif nommé ici récemment. Je ne le vois pas. Par exemple, lorsque les M23 sont par exemple tout près de Butembo, je ne peux pas imaginer qu'il peut être prêt à organiser une marche de santé à ville de Butembo pendant que les M23 soient à la porte de Butembo. Et que donc, moi, je préfère que ce soit le président, les ministres et tous ceux qui sont au gouvernement, qu'ils démontrent exactement cette attitude-là que le pays est agressé. C'est cela que moi je voulais. Je n'ai pas besoin que les gens spéculent autour de ce que je disais par rapport au président, comme il a été gardien, Gara. Bon, je ne sais pas s'il a été gardien pour tout simplement que l'équipe soit gagnée comme l'équipe était gagnée à 3-2. Et que donc, s'il faut partir donc de cette constitution, je voudrais exactement pesantir autour du préambule même de cette constitution. J'ai lu exactement une partie qui dit ceci: affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives, réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, aux conventions des Nations Unies sur le droit de la femme et sur le droit de la femme, particulièrement à l'objectif de la
parité et représentation hommes et femmes au sein des institutions du pays et qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains. Je vais m'arrêter là. Vous savez, nous avons suivi les débats autour de cette problématique, autour du changement ou révision. En réalité, on a vu un président de la République, Félix Tshisekedi, qui est dans une thématique du changement de la Constitution. Alors que ces chantres, les Kabouya et tous les autres là qui sont ici à Ville de Butembo, ils sont dans la thématique de la révision. Alors que leur président, il est dans une thématique du changement de la Constitution. Et exactement, la Constitution n'a pas prévu le changement de la Constitution, mais plutôt la Constitution a prévu comment on peut réviser cette Constitution. Et comment on peut la réviser? On sait très bien. Je ne voudrais plus revenir aux articles qui parlent du changement de la Constitution. Mais je crois que, si votre bref, M. Félix, il n'a pas besoin même, il n'a pas ses objectifs qu'il veut atteindre, c'est qu'il s'éternise au pouvoir. Comme il est à son deuxième mandat, il faudrait exactement qu'il change la Constitution de façon qu'il ait qu'il y ait une nouvelle constitution, parce que lorsqu'on parle du changement, ça signifie qu'on va, disons, le compteur est remis à zéro. Et du moment où le compteur est remis à zéro, c'est tout le monde qui peut déjà se présenter comme candidat présidentiable, candidat aux élections présidentielles. Et que donc, du moment où tout le monde peut se présenter, et lui-même, les 10 ans qu'il aura fait au niveau de la présidence, il va exactement, ce compteur-là va être remis à zéro. Alors, et comme ils ont l'objectif de changer ce mandat-là, je crois que c'est l'article 70, je crois, c'est pas 70, qui parle du mandat du président de la République, de 5 ans renouvelables. Mais eux, ils veulent que ça soit 7 ans. C'est l'article 220. 220. Mais eux, ils veulent exactement que ça soit plutôt 7 ans, renouvelable une fois. Et pourtant, s'il faut partir de 7 ans renouvelable une fois, exactement, lui sera candidat à 2028. Et après les 7 ans-là, il sera encore présidentiable. Donc, il sera encore candidat après les 7 ans-là. Alors, qu'est-ce que vous craignez dans tout ça? Tout ce que nous craignons exactement, c'est quoi? La première des choses, s'il y a changement de la Constitution, pendant que nous sommes dans un pays qui est déjà occupé, une partie du pays est déjà occupée. Exactement, dans cette partie-là, il n'y aura pas référendum. Et du coup, lorsqu'il n'y a pas référendum dans cette partie-là qui est occupée par les M23, ça signifie qu'on aura consacré la balkanisation. Ça sera une balkanisation tacite. Et que donc, ils sont là pour consacrer exactement, c'est parmi peut-être leur projet avec Kagame, comme ce sont des amis, ils sont là exactement pour consacrer la balkanisation. Donc, les partis qui sont occupés aujourd'hui par les M23, une fois qu'il y a référendum, pendant que ces partis sont occupés, ces partis vont revenir exactement au Rwanda et ça sera un autre pays. Donc, il y a risque de balkanisation. Pas risque. Une fois qu'il y a référendum, pendant qu'il y a une partie qui est occupée, exactement, c'est la balkanisation qui sera tacitement exécutée. Deuxième chose, du moment où il y a changement de la Constitution, même ceux-là dont on avait peur, exactement comme les autres là, les Kabila, tous les autres là qui ont des passés négatifs dans l'histoire de notre pays, ils seront prêts à se représenter aux élections. Mais Kabila va se représenter à 2028. Non. C'est prévu par la Constitution. Non. Écoutez, il est sénateur à vie. Tout comme Tshisekedi, à 2028, il sera sénateur à vie. Donc, tout ce que l'IDPS veut faire, ce n'est pas parce qu'ils veulent qu'il y ait changement de façon que Félix ne se représente pas en 2028, mais ils le font, c'est une campagne sur une campagne cousue sur tout simplement consolider leur pouvoir sur une seule personne qui est M. Félix Tshisekedi. Et pourtant, incapable de faire revenir la paix à l'Est.
incapable de chasser les ADF au niveau des territoires de Beni, au niveau même les ADF qui sont déjà dans le territoire de Lubero et les M23 dans le territoire de Lubero, Massissi, Nyiragongo, et ainsi de suite. Et que donc ici, nous ne sommes pas prêts. Et du moment où cette IDPS s'évertue dans une nouvelle dictature, je pense qu'il est temps que le peuple se lève pour chasser ces gens qui veulent nous amener dans une situation qui sera ingouvernable. Merci, monsieur Philémon Mkosasengue. Précisons que vous êtes membre du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Alors, maître Isaac Mutanga, à conclusion par rapport à nos deux thématiques du jour, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à tout ce que nous venons de dire ici? Merci. Avant de conclure, j'aimerais revenir à ce que mon co-débatteur Philémon venait de dire. C'est en rapport avec l'organisation d'un référendum qui consacrerait la partition du pays. Non. Moi, je me dis, tout en soutenant que le camp présidentiel se base sur des prétextes pour vouloir changer notre constitution, je ne voudrais pas que ceux qui sont opposés au changement, à la révision de la constitution, nous balancent aussi de fausses idées. Seulement qu'il faut évoquer l'article 219 qui parle de moment de révision de la Constitution. Cet article dit qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, nous sommes en guerre, pendant l'état d'urgence ou l'état de siège, nous sommes sous état de siège ici, ni pendant l'intérim de la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. En droit comparé, si vous lisez la Constitution française, il est interdit d'organiser un référendum lorsque une partie du territoire national est occupée. Et les Français ont levé cette option-là en partant de la réalité de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont compris que lorsque l'État est sous occupation, on empêche au peuple de s'exprimer librement. C'est dans cette optique-là que l'on s'est dit, avant de débattre de quelconque révision ou changement, que le président de la République puisse d'abord pacifier le pays. Que le président de la République puisse remettre le pays sur les rails. Vous savez, quitter Butembo ici pour faire Kisangani, casse-tête. Quitter Bukavu pour aller dans le fin fond du Sud Kivu, casse-tête. Il en est de même au Kasaï et partout ailleurs dans la République. Et donc, moi, je me dis, cette aventure dans laquelle se lance l'UDPS démontre que dans le pays, il y a des hommes coupés de la réalité, entre autres nos gouvernants, et nous, les gouvernés, qui subissent les dérapages de nos gouvernants au quotidien. Et que donc, ils sont coupés de la réalité, ils ne sont pas en mesure de juger même de l'opportunité de leurs initiatives. En ce qui concerne la guerre, j'ai à le dire, le gouvernement doit lever des options claires. Soit on mise sur la diplomatie, soit on opte pour la guerre et on la fait correctement. Voilà ce que je peux dire. Merci, maître Isaac Mutanga, pour votre mot de la fin, pour vos conclusions. Monsieur Philémon, à conclure. Merci beaucoup. À conclure, je vais aussi quand même lire l'article 85 de cette même constitution, parce que lui, il m'a lu l'article 219. L'article 85 qui dit ceci: lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation, et ainsi de suite. Je m'arrête là. En fait, si du moins
mon co-débatteur voudrait que l'on ne puisse pas analyser dans le sens de dire des choses qui ne sont pas dites dans la Constitution, c'est parce qu'à ce moment ici, nous devrions aussi réfléchir autour des conséquences juridiques autour du référendum. Parce que du moment où il y aura référendum, exactement, nous allons partir du 3e République à la 4e République. Et c'est dans cette constitution qui consacre la 4e République qui aura redéfinition. On va encore redéfinir les limites, disons la superficie de la République. Mais comment vous allez redéfinir, comment vous allez, disons, donner la superficie de la République pendant qu'il y a une partie qui n'a pas su passer au référendum? Parce qu'on va passer au référendum et qu'au Massissi, ils n'ont pas passé au référendum. À Nyiragongo, une partie de Lubero, et ainsi de suite, n'aura pas passé au référendum. Et exactement, dans cette même cause, même si vous aurez à dire qu'il y aura 2 345 km², et ainsi de suite, mais en réalité, juridiquement, cette partie n'aura pas exactement participé à ce référendum. Et la conséquence, c'est que, exactement, on aura consacré la balkanisation. Et que donc, pour moi, je ne suis pas d'accord avec le changement de la Constitution. Bien sûr, on peut réviser la Constitution, mais je crois que le moment n'est pas opportun. Parce que la première des choses, c'est que c'est consacré d'abord à la guerre, chasser les ennemis qui sont sur notre territoire, et on peut encore réfléchir à autre chose. Par rapport au premier sujet, je crois que, je l'ai bien dit, il n'y aura pas la fête de la guerre tant qu'il y aura des irresponsables, tant qu'il y aura une jeunesse manipulée par les politiciens, tant qu'il y aura des chefs coutumiers prêts à marchander leur pouvoir coutumier, il n'y aura pas fait de la guerre tant qu'il y aura des politiciens prêts à se mordre le doigt pour chanter uniquement les dialogues auprès des chefs irresponsables. Monsieur Philémon, c'est à ce moment que nous mettons complètement fin à notre débat. J'ai été à la présentation d'Ovia Mouvunga Floribert. Nous avons accueilli sur ce plateau Maître Vianney Kanzira, cadre du RCD-KML, secrétaire exécutif national chargé des questions juridiques et électorales au sein de ce parti-là. Nous avons été sur ce plateau avec M. Philémon Mukosasenge, cadre du parti politique et Ensemble. Et à la fin, nous avons accueilli Maître Isaac Moutanga, analyste indépendant et ex-coordonnateur du mouvement citoyen, éveil citoyen. Alors, nous vous fixons un prochain rendez-vous. À tout à l'heure.